Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne. Trouver un repreneur, comment s'y prendre, comment se préparer et quels sont les outils et les démarches. Alors je suis Sylvie Fiche, je suis votre animatrice de la conférence en ligne d'aujourd'hui et je suis conseillère de transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Cette conférence est organisée par la Chambre d'agriculture et les partenaires du réseau transmission. Et pendant cette semaine de l'installation et de la transmission en Bretagne, nous vous proposons 3 mini-conférences sur des sujets très variés, aussi bien intéressant aussi bien les porteurs de projets que vous, agriculteurs cédants. Vous trouverez d'ailleurs tout le programme de la semaine sur le site transmissionenagriculture.com et vous pouvez même vous y inscrire quand vous le souhaitez. Nous allons donc ouvrir la conférence avec Anthony Froger, qui est donc conseiller transmission à la Chambre d'agriculture. Il vous apportera ses conseils pour bien communiquer sur votre offre d'exploitation, mobiliser les différents réseaux, adopter la bonne posture pour accueillir les repreneurs potentiels et négocier. Christophe Michaud vous présentera au travers de cas concrets des dispositifs qui sont mis en œuvre par la SAFER pour faciliter les transmissions d'exploitation et les installations. Et puis, nous accueillerons notre témoin, Paul Asquette, en direct. Il vient de transmettre son exploitation en ce début d'année et il témoignera de son cheminement pour concrétiser son projet. Il est accompagné de Valentin Hilléré du CIVAM. Vous aurez la parole après chaque intervention grâce à Marie-Isabelle Lebars, notre collègue, qui récupère vos questions et les posera à nos invités. Cette conférence en ligne se termine à 15h pile. Voilà Anthony, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Au sommaire de cette présentation, nous verrons comment rédiger efficacement une annonce pour capter l'attention des profils de repreneurs que vous recherchez. Je vous donnerai quelques conseils pour réussir le premier contact téléphonique. Je vous présenterai ensuite les réseaux que vous pouvez mobiliser pour vous aider dans votre recherche. Et pour terminer, je vous donnerai quelques conseils pour réussir une négociation. Mais pour commencer, je vais vous exposer quelques préalables à la recherche d'un repreneur. Une des premières choses importantes à réaliser, c'est de lister ce que l'on souhaite ou peut transmettre parmi tous les éléments qui constituent votre outil de production. Si je prends l'exemple du foncier, il faut connaître la position de chaque propriétaire pour savoir s'ils sont d'accord pour vous suivre dans votre projet. S'ils ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas proposer ce foncier dans la reprise. Ensuite, déterminer les conditions de reprise. Vous pouvez louer, vendre ou être ouvert aux deux possibilités en laissant le choix au repreneur. Réaliser une évaluation des biens à transmettre. Déterminer une date de reprise, sachant que la durée de recherche moyenne d'un candidat est aujourd'hui de 2 ans. Il faut donc compter entre 6 et 12 mois de recherche et de négociation, puis 6 à 8 mois de procédure de reprise. Ensuite, listez les forces et les faiblesses des différentes composantes de votre exploitation. L'objectif est de mettre en avant, dans la recherche d'un repreneur, les principales forces de son exploitation, mais il faut aussi être conscient des points de vigilance pour pouvoir apporter une réponse adéquate en cas de remarque par un repreneur. Enfin, en fonction de ce que vous allez transmettre, il faut définir le ou les profils de candidats susceptibles d'être intéressés par votre offre. Si vous pouvez transmettre l'ensemble de vos moyens de production, vous pourrez proposer votre exploitation pour une reprise à l'identique. Si vous faites du lait, par exemple, le profil sera un candidat à l'installation en production laitière. Si à l'inverse, votre outil n'est pas transmissible à l'identique, vous pourriez imaginer d'autres types de projets d'installation, par exemple pour un élevage caprin, équin ou ovin. Oui, pour trouver un repreneur, il faut communiquer sur son offre de reprise. L'un des moyens classiques est de faire paraître une annonce. Je vais vous donner donc maintenant quelques conseils pour la rédiger. L'objectif d'une annonce est de capter l'attention de vos profils de candidats que vous aurez choisis au préalable. L'annonce doit être ni trop courte ni trop longue et il faut aller à l'essentiel. Il faut être garant des informations données. Si je reprends l'exemple du foncier de tout à l'heure, vous exploitez aujourd'hui 60 hectares. Ne mettez 60 hectares à reprendre dans votre annonce que si vous êtes sûr que vos propriétaires sont d'accord. Donnez quelques informations sur la localisation du bien et son environnement.
Indiquez si vous êtes ouvert à tout projet de reprise, autre que la production en place. Mettez en avant un ou plusieurs atouts, mais pas trop, car cela peut supposer qu'il y a aussi beaucoup de faiblesses. Pas de contraintes, car on ne peut pas l'expliquer dans l'annonce. N'oubliez pas les conditions de reprise, ce qui est à vendre, à louer ou les deux. Indiquez les biens dont la reprise n'est pas obligatoire, par exemple reprise possible de tout ou partie du matériel. Indiquez la date de disponibilité, par exemple disponible de suite ou dans 1 an. Mais ne mettez pas dans 3 ou 4 ans, car peu de personnes se positionneront pour une échéance supérieure à 2 ans. Donnez un numéro de téléphone où vous serez facilement joignable. Pour un téléphone fixe, précisez les plages disponibles, par exemple entre 12h30 et 13h30. Pas d'adresse mail, pas de prix non plus, et attention aux fautes d'orthographe. Pour terminer donc sur les annonces, voici un exemple d'annonce d'un producteur de lait, avec des informations sur la localisation du bien et son environnement, le ciblage du profil de candidat souhaité, à savoir pour tout projet en élevage, mise en avant d'un atout essentiel en élevage, l'accessibilité au pâturage, type de bien et conditions de reprise, et pour terminer, disponibilité et créneau horaire. Après passage de votre annonce, si tout se passe bien, vous aurez les contacts téléphoniques. Donc voici quelques conseils pour vous aider à les gérer. Il y a 2 objectifs à atteindre. Le premier, c'est de s'assurer que le candidat correspond bien au profil recherché. Et si oui, le deuxième objectif est d'obtenir un rendez-vous pour une visite d'exploitation. La première chose quand on a un candidat qui appelle, c'est d'arrêter toute activité en cours pour être bien à l'écoute et pouvoir prendre des notes. Si vous êtes en tracteur par exemple, arrêtez le moteur, car les sons parasites sont souvent amplifiés par les téléphones portables. Si vous n'êtes pas disponible sur le moment, proposez à votre interlocuteur de le rappeler en lui fixant un rendez-vous téléphonique, en précisant date et heure de rappel. Ne lui demandez pas de vous rappeler parce qu'il ne le fera peut-être pas et vous risquez de perdre un contact. La deuxième chose, c'est de savoir qui est au bout du fil. Ne donnez pas d'informations sans connaître votre interlocuteur, donc s'il ne s'est pas présenté, commencez par le lui demander. Être honnête et transparent pour mettre en place une relation de confiance. Le questionnement fonctionne dans les 2 sens, donc n'hésitez pas à l'interrompre dans la série de questions qu'il va vous poser, pour vous également lui poser des questions. Ne portez pas de jugement sur le projet du candidat. Répondez clairement et brièvement aux questions, sans vous perdre dans des explications ou des détails. Et ayez toujours un discours positif. Par exemple, si on vous demande pourquoi vous arrêtez par anticipation, évitez de dire que c'est parce que vous en avez marre, mais plutôt que vous avez fait le tour de la question et que vous souhaitez faire autre chose. Alors, préparez-vous aux questions sensibles en ayant toujours une réponse appropriée. Exemple de questions qu'on peut vous poser. Vous avez 40 ans, pourquoi vous arrêtez? Combien vous en voulez? Ou bien encore, pourquoi vous gardez votre maison qui est proche des bâtiments? Attention, l'hésitation peut être perçue comme négative, donc bien préparer ce genre de questions qui peuvent vous être posées. Ne pas raccrocher sans connaître la position de votre interlocuteur. S'il est toujours intéressé, proposez-lui à ce moment-là un nouveau rendez-vous téléphonique ou physique pour suite à donner. Nous allons maintenant aborder les réseaux que vous pouvez mobiliser pour trouver un repreneur. D'abord, tous les réseaux ne sont pas activés, tout dépendra du ou des profils de candidats que vous recherchez. Le premier niveau de réseau concerne l'entourage familial et les amis. Posez-leur ouvertement la question, j'arrête, quelqu'un serait-il intéressé par tout ou partie de mon exploitation pour un projet agricole? Le deuxième niveau, ce sont ses collègues et voisins agriculteurs. Et le troisième niveau, ce sont les personnes tiers que l'on ne connaît pas. Pour les informer de votre projet de transmission, vous devez communiquer en passant par exemple une annonce dans la presse agricole. Vous pouvez utiliser également les sites internet, faire appel à une agence immobilière, au notaire, utiliser le répertoire des par installation, qui est un réseau national animé par les chambres d'agriculture afin de diffuser des offres d'exploitation, et notamment sur le site internet le répertoire installation.com.
Et puis vous avez bien sûr tous les partenaires avec qui vous travaillez au quotidien et qui peuvent vous apporter conseils et appui et vous aider à la recherche des repreneurs via leurs services proposés et leur réseau interne. Ces 23 partenaires dont vous voyez les logos à l'écran sont réunis au sein du réseau Transmission de Bretagne et engagés via une charte régionale à vous aider dans le cadre de votre projet de transmission. Donc n'hésitez pas à les mobiliser. Pour terminer cet exposé, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider dans votre négociation, qui sera l'étape finale avant de conclure une transaction avec un repreneur. D'abord, s'assurer que votre repreneur a bien compris ce que vous souhaitiez en exprimant clairement son point de vue et votre demande afin d'éviter tout malentendu dans la négociation. Ensuite, comprendre aussi les besoins de l'autre, être à l'écoute pour adapter son offre et prendre en considération les souhaits et contraintes du repreneur. Discuter dans une position adulte, éviter les rapports de pouvoir, de place, de génération. Ne pas juger le projet. Être positif, honnête et transparent afin d'établir une relation de confiance qui est indispensable dans une négociation. Enfin, trouver un compromis donnant-donnant pour aboutir à un accord qui sera la conclusion finale donc, de votre négociation. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Anthony pour ces conseils. Alors nous allons prendre maintenant quelques questions. Alors Marie-Isabelle, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour Sylvie. D'accord, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions suite à cet exposé ? Alors oui, on a deux questions. Comment se préparer à une première visite de mon exploitation ? Alors, pour la visite d'exploitation, il faut déjà demander à votre candidat s'il sera seul ou accompagné de quelqu'un, et si oui, qui. Précisez également si vous serez seul ou accompagné, c'est important, pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Prévoir le déroulé de la visite, c'est-à-dire préparer les documents, les plans de bâtiment, le plan du parcellaire par exemple, fiche de présentation d'une exploitation, nettoyer les abords de l'exploitation si cela est nécessaire pour faire une bonne première impression. Il faut être disponible le jour de la visite, parce que ça peut durer de 2 à 4 heures, voire plus. Certains même restent dîner le soir. Donc il faut être disponible. Si ce n'est pas le cas, eh bien, contacter la personne et reporter le rendez-vous. Donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur la préparation d'une visite. D'accord. Est-ce qu'il y a tu parlais d'une deuxième question, Marie-Isabelle ? Oui. On t'écoute. Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a de l'écho, mais comment le RDI peut m'aider à rechercher un repreneur ? Alors, donc le RDI, c'est un réseau national qui est animé par les chambres d'agriculture, dont l'objectif est de mettre en relation donc, des candidats qui viennent spontanément s'inscrire sur le réseau et des cédants qui cherchent soit à transmettre un outil ou soit cherchent un associé. Donc le principe, c'est que un conseiller se déplace sur l'exploitation, rédige avec le cédant une offre de reprise, et cette offre de reprise va être mise sur ce réseau, le répertoire des par installation, et notamment sur un site internet. Les candidats qui sont inscrits sur notre réseau regardent régulièrement les offres que l'on propose sur ce site-là, et quand une offre les intéresse, contactent le conseiller qui est en charge de l'offre pour plus d'informations. Le conseiller répond à ces questions, et le cas échéant, si le candidat souhaite aller plus loin, le conseiller donne le contact de l'exploitant, et le candidat appelle l'exploitant pour un entretien téléphonique, puis, si tout va bien, une visite d'exploitation. Voilà. Très bien. Alors, on n'aura pas le temps de prendre une autre question. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir Christophe Michaud. Donc Christophe, la SAFER a installé l'an dernier près de 120 porteurs de projets en Bretagne. Alors, quels sont les dispositifs que vous mettez en œuvre pour faciliter la transmission d'exploitation et leur installation ?
Alors bonjour à toutes et à tous, donc Christophe Michaud, responsable du service départemental pour le Finistère, la SAFER Bretagne. Donc comme tu le disais Sylvie, donc la SAFER a une longue expérience et une bonne expertise de la transmission d'exploitation. Elle a surtout aussi un réseau de partenaires, dont la Chambre d'agriculture bien sûr, mais les comptables, les banques et l'administration pour faciliter au mieux la transmission. Et on a des outils avec notamment l'intermédiation locative, c'est-à-dire la possibilité de s'occuper de la transmission des baux qu'on va développer, ou un autre outil comme le portage foncier qui est un petit peu plus récent, qui se fait avec les banques. Voilà, donc comme tu l'as dit, donc il y a grosso modo 120 jeunes qui ont été installés avec la SAFER Bretagne au cours de l'année 2019 sur un tiers de la surface, un peu plus d'un tiers de la surface qui a été maîtrisée par la SAFER, 6 000 hectares quand même sur l'ensemble de la zone. Petite précision, on est quand même une des SAFER de France qui accompagnons le plus d'installations. C'est là aussi où, de toute façon, il y a le plus de projets en règle générale. Voilà, alors ce que je me propose, c'est avec quelques exemples, illustrer un peu comment les choses peuvent se passer. Parce que, comme l'a dit Anthony, les choses peuvent être parfois assez simples et de temps en temps se compliquer un petit peu. Donc là, par exemple, sur la commune de Colorex, sur une exploitation laitière d'un peu moins de 90 hectares. Donc le salarié, c'était assez simple, le salarié devait reprendre l'exploitation, sauf que dans le déroulé du processus, il y a des propriétaires, donc les 3 propriétaires en dehors de la famille du cédant, qui ont décidé de mettre en vente leur foncier. Or là, le financement que les banques avaient validé, ça marchait plus, quoi. Donc on a fait appel à la SAFER, les cédants ont fait appel à la SAFER pour essayer de trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée dans ce cas-là, ça a été de faire intervenir un apporteur de capitaux, c'est-à-dire quelqu'un un particulier, tout simplement, qui s'est substitué aux propriétaires, qui a acheté les 40 hectares et qui a conclu un bail aux jeunes pour s'installer. Donc lui, le jeune, il n'a eu acheté que les bâtiments Cheptel Matériel Stock. La famille du cédant a loué les 48 hectares comme c'était prévu. Et donc le particulier a loué 40 hectares comme il s'était engagé. Voilà, donc sur le plan, très rapidement, si tu peux passer, voilà. Donc la partie orangée, c'est les 3 hectares qui supportent les bâtiments, et donc tout le reste, avec pas mal d'accessibles, comme on peut le constater, sur le plan, a été donné en location, soit par la famille, soit par un investisseur. Voilà, donc parfois on a affaire à des dossiers un tout petit peu plus compliqués, ou avec lesquels on fait des choses différentes. Là, en l'occurrence, Balanec, un peu plus de 40 hectares, avec simplement un hangar. Plusieurs candidats, ce qui est souvent le cas en Bretagne. On a souvent de la concurrence, alors pas forcément sur la totalité. Et parmi les candidats, donc un projet d'installation, mais avec la contrainte, c'est que la personne souhaitait, alors qu'il n'était candidat que sur une partie du foncier, une vingtaine d'hectares grosso modo, la personne donc souhaitait faire financer par de l'épargne familiale, ce qui prend du temps. Et c'est souvent ça la difficulté, parce que le cédant, lui, veut céder. Une fois qu'il a trouvé le repreneur, allez hop, c'est fait. Or là, ces dossiers prennent du temps. Donc dans cette affaire-là, il y a 1 hectare qui sont partis pour restructurer un voisin, quasiment une vingtaine d'hectares pour conforter une installation qui venait de se faire. Et puis sur le reste, donc il y a 5-6 hectares avec le bâtiment qui ont été achetés directement par la jeune qui s'installait donc en production caprine, ce qui n'était pas la production du cédant, une production plus classique, je crois. Et le reste, donc, grâce à la région Bretagne, nous aide dans cette affaire-là,
a été stocké par la SAFER le temps que le porteur de projet, enfin la porteuse de projet en l'occurrence, trouve avec sa famille et son réseau de clients, puisqu'elle faisait de la vente directe aussi. C'est souvent comme ça que ça se passe, c'est avec la clientèle qu'ils achètent le foncier. Voilà, donc pendant 2 ans, on peut temporiser. Et à titre anecdotique, il y avait même un peu de surface qui avait été revendue en particulier. Voilà, donc alors, il y a plusieurs plans. Le plus intéressant, c'est le dernier, où on voit un peu la répartition. Voilà, donc là, le point rose, c'est voilà. Donc, ce qui est en bleu, les points bleus, c'est ces hectares qui ont été stockés par la SAFER. Et le point rouge, c'est été directement acheté avec les bâtiments là, qui est dans le carré transparent par la porteuse de projet qui a installé son affaire, qui fait de la vente directe. Et ma foi, ça a l'air d'aller à peu près. Voilà. Il reste 2 minutes, hein, Christophe. J'ai évoqué, on va aller vite. J'ai évoqué le portage tout à l'heure, donc c'est le portage avec les banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Là, on est un peu dans le même cas de figure que dans le dossier de Colorec, et là, au lieu que ça soit un apporteur de capitaux, c'est la banque, en l'occurrence le Crédit Agricole, qui finance la SAFER, et c'est la SAFER qui reste propriétaire pendant 5 ans. Voire un peu plus s'il faut. Et pendant ce temps-là, le jeune qui avait pris en location le reste du foncier reste locataire de la SAFER. Voilà, donc là, sur le plan, donc c'est plus anecdotique. Et il y avait un dernier dossier, mais c'était juste pour montrer. Voilà, donc vas-y, continue. Qu'on fait aussi alors, on passe ce dossier-là, si on n'a pas trop de temps. Donc là, c'était simplement, voilà, on fait des choses plus anecdotiques aussi, ou différentes. Là, c'était sur le projet 15, sur la commune de Pont-Aven. On arrive à trouver des solutions aussi pour des candidats, des dossiers qui ne sont pas toujours très, très faciles. D'accord. Très bien, merci Christophe pour cet éclairage sur des outils qu'utilise la SAFER pour faciliter les installations. Alors Marie-Isabelle, est-ce que nous avons quelques questions suite à cette intervention ? Oui, j'ai des nouvelles questions. Christophe, ces apporteurs de capitaux, quelles sont leurs motivations ? Alors, il y en a deux grandes familles, en fait. Il y a les personnes qui sont sensibilisées notamment par tout ce qu'ils entendent dans les médias sur la problématique des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer et qui n'ont pas forcément les capitaux pour investir dans le foncier. Et donc, qui souhaitent mobiliser une partie de leur épargne pour aider ces jeunes agriculteurs. Donc, le dossier de Banalex, c'était un petit peu ça l'objectif. Et après, si on reprend le dossier de Colorec, là, on est plus sur de l'investissement classique de gens qui ont un peu de patrimoine et qui le placent parce que l'investissement foncier n'est pas forcément un mauvais investissement en termes de rentabilité, mais surtout en termes de sûreté. Merci Christophe. Alors j'ai une autre question. Existe-t-il un R&D bio ou en tout cas des sites d'annonces bio? Pas spécialement. On le précise, nous, quand on fait nos appels à candidature, si les terrains sont labellisés bio, mais on n'a pas de site internet qui soit spécialement dédié au bio. Sachant qu'aujourd'hui, des rétrocessions à des gens qui s'installent en agriculture biologique, c'est extrêmement courant dans les dossiers qu'on traite. Anthony et Sylvie qui participent aux commissions SAFER pourraient en témoigner. C'est extrêmement, extrêmement courant. Mais il n'y a pas de le site dédié. Par contre, on a un site internet qui est accessible à tout le monde.
C'est ça. Et du coup, je complète pour le RDI, effectivement, les annonces bio sont spécifiées. Hein. On a un moteur de recherche et aujourd'hui, il y a à peu près 60 fermes bio à reprendre sur la Bretagne. Donc, elles sont faciles à identifier, effectivement. Une dernière question, peut-être Oui, il y a le temps. Allez. Sur le portail foncier avec les banques. 1 minute. Oui. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Là. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur le portage foncier avec les banques, sur les critères, les coûts, comment accéder à ce dispositif? Alors, le dispositif, en fait, c'est avec le banquier, lorsque le repreneur, une fois qu'il a fait travailler un peu son comptable, va voir son banquier et souvent c'est le banquier qui aiguille en disant bon, il y a beaucoup de foncier à reprendre, ça fait lourd. Il faudrait trouver une autre solution et parmi les solutions possibles, outre le fait que le propriétaire en garde un peu, lui aussi, c'est du portage bancaire, c'est-à-dire c'est la SAFER qui achète, qui reste propriétaire à minima pendant 5 ans, enfin ça peut être plus court, mais en général c'est 5 ans, ça peut durer plus longtemps. Enfin, au maximum, ça sera 10 ans de toute façon. Et pendant ce temps-là, donc le locataire paye un loyer à la SAFER, un loyer qui vient en déduction du coût global de l'opération, qui inclut évidemment le frais financier. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Une dernière... On peut encore prendre une question. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas, Isabelle? J'en ai une autre, alors pas spécialement pour Christophe sur le RDI et sur la transmission globalement. Est-ce qu'on a des statistiques sur comment les cédants retrouvent des porteurs de projets? Qu'est-ce qui est le plus efficace entre les annonces, les bouche à oreille, etc. Ça, c'est difficile à dire. Hein. On n'a pas vraiment de statistiques là-dessus. Hein. Savoir comment ils ont trouvé... Non, c'est... Alors nous, on a des chiffres quand même, Anthony, dans le RDI. On sait qu'on accompagne une centaine d'installations hors cadre, ce qui fait pratiquement 50% des installations hors cadre. Donc on peut se dire quand même que le RDI participe, par les annonces du RDI, participe à 50%, sachant que, comme dit Anthony, ça peut être une combinaison aussi, puisque souvent il multiplie les démarches. Oui. Voilà. Après, les exploitants qui ont trouvé en passant une annonce sur un autre site ou sur un journal agricole, ça, on peut pas savoir. Hein. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. En tout cas, pour le RDI, effectivement, on a cette statistique qui existe pour le RDI. Effectivement, oui. Pour les autres, on ne pourra pas les avoir. Tout à fait. C'est pas. Et si j'ai bien compris, la question c'était de savoir des statistiques sur comment les exploitants trouvaient leurs candidats. Ça, oui. On peut pas le savoir. En dehors du RDI, on n'a pas l'information. D'accord. Très bien. Merci en tout cas merci Christophe de ton intervention. Alors, nous accueillons maintenant Paul Asquette qui vient transmettre sa ferme et Valentin Hilleret du CIVAM Finistère. Alors d'abord, merci Paul pour avoir accepté de témoigner en direct sur votre cheminement. Je vous laisse la parole, Paul et Valentin. Oui, bonjour à tous. Je vais juste commencer par me présenter. Valentin Hilleret, donc moi je suis animateur et accompagnateur en installation et transmission pour donc le CIVAM du Finistère, qui est le centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture et du milieu rural. Et donc je suis donc accompagné de Paul qui va témoigner un peu de son processus de transmission. Paul, déjà, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce qui a déclenché tes premières réflexions sur la transmission? Voilà, savoir un peu à quel moment tu as commencé à avoir cette idée-là en tête. Oui, bonjour à tous déjà, pour commencer. Et oui, c'est une réflexion qui date de au moins 3 ans, quand j'avais 53 ans. Hein. Vous allez me dire, c'est quand même relativement tôt, mais moi j'avais envie de finir ma carrière tranquillement, enfin en levant plutôt le pied sur le travail.
Et donc, voilà, je me suis dit, vaut mieux commencer assez tôt, faire 10 ans, les 10 dernières années de carrière avec une charge de travail moins importante. Pour moi, c'était une motivation très forte. Ok. Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu la ferme, ton activité? Oui, alors je sais pas s'il y a une fiche de présentation de la ferme, mais bon, c'est une ferme qui est en bio depuis une vingtaine d'années, uniquement en culture avec très très peu d'élevage. On a fait un tout petit peu d'élevage, mais c'était vraiment anecdotique. Et ces dernières années, on a décidé en plus de transformer les cultures qu'on faisait sur la ferme en alimentation humaine, c'est-à-dire farine alimentaire pour les boulangers particuliers, vente dans les biocoop, dans différents magasins. Des transformations aussi des cultures oléagineuses comme le colza ou le chanvre aussi en huile alimentaire. Donc ça a permis, enfin c'est vrai qu'on a complètement changé de façon de faire ces dernières années, enfin à partir des années 2015, on a un peu avant même, on a bien réfléchi sur comment valoriser au mieux ce qu'on produisait sur la ferme. Et puis pareil, aussi ça participait à l'envie de changer aussi un peu de faire évoluer le métier vers quelque chose d'intéressant aussi, tel que la vente directe. Mais qui s'est avéré être assez chronophage. En tout cas, ça demandait beaucoup de travail, et ce qui explique aussi que quand j'ai eu 53, 54 ans, je me suis dit, allez hop, on va essayer de trouver une solution pour lever le pied. Et la première idée qu'on a eue, c'était de chercher un associé, des associés pour venir avec nous sur la ferme, dans l'idée aussi de transmettre. Et bon, on a passé quelques annonces. On a eu le Valentin du CIFAM qui est passé sur la ferme aussi à cette époque-là pour établir un peu un profil de ce qu'on souhaitait. Et puis on a passé une annonce et on a eu une réponse assez rapidement d'une personne, d'un couple de boulangers parisiens qui voulaient venir s'installer, qui voulaient devenir paysans en même temps qu'ils continueraient leur métier de boulanger ici en Bretagne, sur place à Dignol. Voilà. Ok. Tu parlais d'avoir passé une annonce. Est-ce que tu as essayé d'autres choses également? Après, par nos contacts divers qu'on a dans ce réseau justement de vente directe, on côtoie quand même un certain nombre de personnes qui sont quand même qui sont souvent des transformateurs, mais qui sont très intéressés par l'agriculture. Enfin, et donc parmi eux, il y en a plusieurs qui me demandaient, si vous mettez votre ferme en vente, si vous la cédez, faudrait nous en parler parce qu'on serait éventuellement intéressé. Et bon, on a quand même ratissé assez large au départ en se disant peut-être que dans les contacts proches de clients et même de la famille, on avait un peu réfléchi aussi même avec nos enfants à un moment donné. Mais ça n'a on s'est penché plutôt sur une solution extérieure. Ok, c'était comme une étape indispensable, quoi, d'en parler avec les enfants et le réseau de proximité en priorité. Oui, je pense qu'on a besoin d'éliminer plein de pistes d'abord, à la limite qui nous rassure aussi, parce que c'est vrai que de faire appel à l'extérieur après, on rentre dans une autre démarche, et on se dit au départ, tiens, on va quand même essayer de voir autour de nous, même les voisins. Enfin, je pense que c'est assez local, les voisins, la famille, et le réseau après de connaissances de nos clients. Quand même. Et alors, comment ça s'est passé avec ces personnes-là en question? Est-ce que tu peux revenir sur le cheminement après avec ces personnes-là et l'évolution de tes questionnements avec eux? On a été en contact avec deux boulangers, comme je vous le disais, là, de Parisiens, et donc on s'est rencontrés très rapidement. Ils ont répondu à une annonce qu'on avait mise par le CIVAM, ils sont venus sur la ferme assez vite, et on est resté on s'est rencontrés plusieurs fois au cours d'une année, et on a beaucoup échangé, mais pas forcément mis un cadre précis dans l'échéancier, les dates, enfin pas les dates, en tout cas les étapes qu'il fallait mettre en place pour arriver à une association. Et on s'est rendu compte que finalement ça traînait énormément. Et nous, on n'a peut-être pas su
après coup, hein, je dis ça, mais on aurait dû se faire encadrer par une structure extérieure, CIVAM, Chambre d'agriculture, GAB, et on l'a pas fait. On pensait qu'on était capable par nous-mêmes d'arriver à gérer cet aspect-là. Alors qu'en fait, c'est très compliqué. Enfin, je me suis rendu compte après coup que c'est très compliqué. Le côté humain, il faut bien se comprendre entre le cédant et là, c'était un futur associé, c'était pas forcément, mais c'était un repreneur des repreneurs en devenir, mais dans un premier temps qui aurait été associé. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas mis sur la table, qu'on n'a pas posé les bonnes questions, qu'on n'a pas mis les bonnes échéances, et ce qui fait qu'au bout d'1 an, on s'est rendu compte que ça le ferait pas, et donc du coup, il a fallu mettre un terme de façon assez radicale à ces discussions là avec ces 2 personnes. Ça a été difficile pour moi, mais ça a été difficile pour eux aussi. J'en suis bien conscient, et ne pas toujours forcément compris pourquoi on l'avait fait. Voilà. Et donc du coup, après cette coupure là, après cet essai plutôt de s'associer, on s'est dit avec mon épouse qui était salariée à mi-temps sur la ferme, on s'est dit bon, allez, on va changer d'orientation, on va plutôt chercher carrément un repreneur de notre exploitation. Même si moi j'avais encore que 55 ans, mon épouse un peu plus âgée, donc on avait envie d'arriver carrément à transmettre l'ensemble de l'outil de travail sans se compliquer la vie, à s'associer dans une première étape. Effectivement, la première fois qu'on s'était vu, c'était sous une forme peut-être de s'associer, c'était pas encore tout à fait clair. Qu'est-ce qui, après, au moment où vous êtes donc dans cette deuxième étape, qu'est-ce qui est plus clair par rapport à la première étape? Et notamment, tu disais, on n'a pas posé les bonnes questions. En fait, c'était quoi ces questions-là qui te semblent aujourd'hui importantes? Pour que ce soit clair, pour ceux qui nous écoutent, je pense que la deuxième étape, c'est on s'est dit, on va chercher un repreneur pour l'ensemble de la ferme, pour l'outil de travail. Et là, on a dit, bon, on va commencer par le départ, on va faire... là, pour le coup, on s'est tourné vers la Chambre d'agriculture, parce que on avait quelques contacts aussi, et on a dit, on va faire déjà évaluer l'outil de travail, faire une fiche aussi, un feuillet de présentation de la ferme, quelque chose d'assez carré finalement, qui tranchait un petit peu avec ce qu'on avait fait avant, où justement on avait beaucoup basé les choses sur les échanges entre nous et peu justement sur des écrits. Donc là, on a dit on va faire l'inverse, on va commencer par une évaluation de l'exploitation, c'est mettre en place aussi toute une petite étude pour voir les atouts de la ferme, les inconvénients, les contraintes, et ce qui fait que du coup on a pu passer une annonce sur le RDI. Voilà, classique. Alors là, on est rentré dans le schéma classique d'une annonce sur le RDI. Et on a transmis à chaque personne qui nous a contacté un petit feuillet de présentation de la ferme avec les atouts, comme je disais, et puis les contraintes de la ferme. Et à ce moment-là, on se sentait aussi pas plus fort, mais on se sentait plus encadré pour mettre aussi un échéancier sur ce qu'on avait à demander à la personne. Par exemple, pour l'annonce qui est passée sur l'RDI, on avait mis une annonce très claire. Voilà, par exemple, comme quoi on souhaitait mettre en place un bain environnemental pour la ferme. Voilà, des choses comme ça, avec des clauses assez précises. Pas d'animaux sur la ferme. Enfin, ça a été voilà, ça peut paraître assez contraignant, mais au moins les choses étaient claires. Donc, Du coup, les choses qui sont venues vers nous, elles connaissaient déjà par l'annonce qu'il y avait sur l'RDI quel était le cadre. Ouais, vous avez réussi à clarifier aussi vos choix, quoi. Oui, okay. Aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Marie-Isabelle, parce que je vois que leur file, est-ce qu'il y a des questions? Oui, là j'ai 2 questions. Combien de temps il faut prévoir pour trouver un repreneur? Et la deuxième, si je te l'ai dit tout de suite, vous avez parlé d'un accompagnement. C'est quoi ce type d'accompagnement? Est-ce que tu peux le décrire un peu plus avec une évaluation? Voilà, de préciser peut-être un petit peu plus ce que c'est que cet accompagnement. J'ai ces 2 questions-là qui sont arrivées.
Ok. La première, je pense que ce sera peut-être Anthony qui pourra y répondre, parce qu'il me semble qu'il l'a dit entre je crois, 2 ans à peu près, pour essayer de... Oui, voilà, quelqu'un. c'est ce que l'on observe, hein, le temps entre le moment où un exploitant cherche un repreneur ou un futur associé et le moment où il a son chèque en banque, puisqu'on estime qu'une transmission est terminée quand on a son chèque en banque, c'est à peu près 2 ans. C'est une moyenne, hein, donc pour certains, ça va être un peu plus rapide, pour d'autres, ça prendra plus de temps, sachant qu'il va y avoir des délais non compressibles de 6 à 8 mois de démarche. Et donc pour la deuxième question, effectivement, il existe en fait plusieurs formes d'accompagnement. On la fixe en fait cette forme d'accompagnement lors d'un premier rendez-vous avec les personnes sur la ferme, parce qu'après ça peut être des modalités collectives, c'est-à-dire en formation. Ça peut être également de l'accompagnement relationnel au binôme cédant et repreneur, ou ça peut être un accompagnement directement avec la personne qui veut transmettre sur, évidemment, l'accompagner dans le choix de ses rendez-vous de repreneur, dans ses relations aussi au début des discussions avec ses enfants, des choses comme ça. Voilà. Très bien. Très bien. Et du coup, l'installation s'est faite quand, Paul ? Du coup, l'installation s'est faite en mars 2020. D'accord. Et l'annonce est passée fin 2019. C'est ça. Mais c'est vrai que si on prend entre le début de la réflexion de transmettre la ferme sous une forme un peu différente qui était l'association, et le moment où effectivement on a trouvé et où la ferme a été réellement transmise, mais sous une forme de prise, mais il a fallu quand même presque 3 ans encore aussi. C'est ça. Ouais. Ah ouais, 3 ans, tout à fait. Un long chemin, mais qui se termine. Oui, mais qui est intéressant, parce qu'on l'a pas dit, mais on a fait aussi un contrat de parrainage avec Jean-Marc qui a repris la ferme, et donc il a été 8 mois sur la ferme avec nous, ça a été une expérience enrichissante et je pense utile même pour lui, parce que ça lui a permis aussi même s'il avait une expérience déjà de l'agriculture, ça lui a permis de bien connaître l'outil de travail, et puis même humainement aussi, nous on a trouvé que c'était très riche aussi dans les échanges et dans la connaissance aussi du repreneur, parce qu'on forcément, on a envie que ça se passe bien. C'est pas juste un chèque qu'on attend à la fin au moment de la reprise. Hein. C'est aussi de voir que la ferme continue et qu'on croise son repreneur, on lui fasse un grand coucou. Et voilà. Enfin, c'est des aspects assez importants. Nous, on est resté vivre. Enfin, notre maison était un peu en dehors du corps de ferme, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, je sais pas. Il y a sûrement des fois où c'est important aussi que la relation soit excellente et qu'on n'ait pas peur, que tout soit basé aussi sur la confiance entre le repreneur et le cédant. Parce que de toute façon, si on n'est pas franc avec le repreneur, de toute façon, il s'en rendra compte, après la reprise. Donc, il vaut mieux perdre un peu de temps, quitte à ce qu'un candidat laisse tomber, mais qu'on ait dit clairement les choses. Parce que de toute façon, il s'en rendra compte après. Bien, merci à tous les deux, Paul et Valentin. Nous arrivons au terme de cette conférence, mais je remercie vraiment tous nos intervenants, notre témoin Paul. Alors vous retrouverez cette conférence en replay et tous nos contacts sur les sites Transmission en agriculture et je me lance en agriculture.com.